Après, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour notre troisième session live. Après la première session avec Camille Petinéo du projet dataina.fr. La semaine dernière, Alexandre Barlot, chef de projet IA à Radio France, où on a parlé Notebook LM. Eh bien, j'ai le plaisir pour cette troisième session d'accueillir Alexis Allman et Sébastien Noir de l'EBU, l'European Broadcasting Union. Merci à vous deux d'être avec nous ce soir. Est-ce que je peux vous laisser vous présenter? Volontiers. Alors, Sébastien Noir, je suis directeur adjoint du département technologie et innovation à l'EBU ou l'UEF, ça dépend si vous préférez le nom en anglais ou en français. Et pour moi, Alexis Aleman, donc je suis data scientist à l'EBU et puis je suis récemment diplômé d'un master en data science justement et durant ma thèse de master, j'ai travaillé sur le projet NEO qu'on va présenter ce soir justement. Merci beaucoup à vous deux d'être là. Donc, le cours numéro 3, le troisième module que vous avez reçu dans vos boîtes mail, c'est un cours qui est intitulé « Tout commence avec la data ». Et je me disais que c'était vraiment la meilleure manière de faire la transition avec le cours, de vous recevoir pour parler de ça, parce que vraiment, le projet de Néo que vous allez nous présenter, il a besoin d'énormes quantités de data et il va devenir de plus en plus pertinent à mesure qu'il est entraîné avec des tonnes de data. Donc, c'est vraiment très symbolique, très adapté. Justement, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu qu'est-ce que ce projet Néo et à quand ça remonte les débuts de ce projet? Ouais, alors ça n'a pas commencé de manière très naturelle, on va dire, parce que je me souviens dans les questions qu'on a lues de votre part, il y avait entre autres cette question-là, est-ce que c'est le fruit d'une longue réflexion stratégique ou d'un processus très abouti? Non, ça a commencé de manière beaucoup plus organique, c'était quelques mois après le lancement de ChatGPT. Il y a une des personnes chez nous, Patrick, qui s'occupe de la communication, qui est venu vers nous en disant, bon, en fait, maintenant qu'on a ChatGPT, là, il y aurait pas un peu moyen de le connecter sur notre site web, parce que ce serait quand même bien si les gens pouvaient poser directement leurs questions, puis au lieu de chercher dans le site qui est peut-être un peu compliqué, où ils savent jamais où trouver les choses et tout, s'ils pouvaient juste poser leurs questions puis avoir une réponse, ce serait vachement bien. Alors, on peut pas juste connecter ChatGPT sur notre site web, ça rendrait la vie tellement plus facile aux utilisateurs. Puis, on a réfléchi à un moment. Évidemment, la première chose, c'est que si on fait ça, si on prend juste l'API, l'accès technique à ChatGPT, puis qu'on le connecte sur le site web, effectivement, ChatGPT va être sur le site web, mais je pourrais très bien venir sur le site de l'EBU ou de l'UEF et puis demander comment est-ce que je cuis du poulet, qui n'est pas exactement notre core business, et puis ChatGPT va évidemment répondre. Donc, on offrirait ChatGPT de manière gratuite, finalement, à tous nos utilisateurs. On n'aurait pas gagné grand-chose. Et puis finalement, ce qu'on cherchait à faire, évidemment, nous, c'est sur notre site, c'est mettre des informations qui sont pertinentes avec la base de connaissances qui est la nôtre, sur le monde de l'audiovisuel, sur tout ce qu'on fait. C'est ça qui est important, c'est ça qu'on veut mettre en avant, c'est pas la connaissance de ChatGPT. Donc la question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce qu'on pourrait le faire? Et puis on a pris un consultant pour essayer de travailler avec nous sur le sujet, où on se disait, peut-être que si on arrivait à trouver les articles, les présentations, les PowerPoint, les vidéos, les audios qu'on a sur notre site pour une question donnée, je ne sais rien, peut-être est-ce que la 4K UHD c'est important pour les médias publics ou pas. Si on pouvait trouver quel sujet on a à ce propos ou à propos de n'importe quel autre sujet finalement pertinent, peut-être qu'en filtrant un peu d'abord le contenu, et après on arriverait à donner ça à ChatGPT et puis lui dire fais-moi voir un résumé là sur le sujet. Ça c'était un peu l'idée de base. Alors, on a exploré l'idée, d'abord pour notre site web. Ça avait l'air de marcher un peu en mode prototype, développeur hacker sur un coin de table. De temps en temps, il y avait des réponses qui avaient l'air bonnes, de temps en temps pas. Ça avait l'air intéressant. Puis on s'est dit, ce serait intéressant d'essayer de le déployer pour voir si ça marche et puis d'avoir un peu des résultats des utilisateurs. Puis là, évidemment, c'est là où ça marche pas dans l'entreprise, comme peut-être vous avez déjà eu le cas dans d'autres situations, parce qu'on en parle, puis on dit oui, mais la sécurité, oh là là, elle est donnée, oh, et puis vous avez parlé des aspects légaux, et puis est-ce qu'on peut le faire? Puis de toute façon, vous inquiétez pas, les développeurs sont beaucoup trop occupés en ce moment, ils ont 15 autres choses dans leur sprint, donc on peut en reparler dans 8 mois si vous voulez, mais voilà. Puis on se dit, qu'est-ce qu'on fait alors? On s'arrête? Et puis non, c'est là que l'idée est tombée. On s'est dit, mais finalement, si on peut pas le faire pour notre site web, peut-être qu'on peut le faire sur d'autres contenus. Je vais vous montrer dans quelques instants, mais on a un projet qui s'appelle le News Pilot, c'est un agrégateur de news.
où on a énormément de news de la part de nos membres. Et c'est là où l'idée est venue de se dire, finalement, si on pouvait faire cette espèce de questions, de chatbot, de système d'interaction sur le contenu, au lieu de le faire sur notre site web, où on a quelques milliers, dizaines de milliers de contenus, au lieu de le faire là, on le ferait sur le hub de news où on a peut-être 3 millions d'articles. Peut-être que ce serait quand même notablement plus intéressant. Puis ça tombe bien parce que celui-là, j'ai pas besoin de demander aux gens de l'IT si je peux l'utiliser ou pas. C'est nous qui l'avons développé. On a une API, on a des données propres, on sait comment ça marche. On n'a pas besoin d'attendre le prochain sprint. Donc c'est tombé en mode on va essayer de le faire. On s'est mis à 2 ou 3 avec les développeurs et tout. Et puis en 2 jours, on avait un premier prototype fonctionnel. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Voilà. Ok, donc tout a commencé après le Covid, quoi. Ouais, c'était encore Covid, hein, à ce moment-là. Ouais, tout à fait. Covid nous a bien aidé aussi parce que ça, c'était pour le projet News Pilot. L'idée de faire un agrégateur de news, c'est quelque chose que nous, on pensait être une excellente idée. Quand on l'a présenté aux éditeurs, ils nous ont dit non, c'est pas une bonne idée, ça sert à aucun besoin. On n'a pas le besoin de pouvoir récolter les news des autres pays et de les comprendre et autres. Nous, on est là pour s'occuper de notre propre pays. Donc, votre outil, vous pouvez le mettre à la poubelle. Ah, c'est Et étonnant, puis, ça. Ce que tu nous dis là, ouais, c'est vraiment étonnant. ouais, mais c'est ce qu'ils nous ont dit. Mais évidemment, avec Covid, la situation a changé assez vite. Parce que là, tout à coup, de comprendre, dans mon pays, on me dit qu'il faut faire ceci et cela, puis il y a telles règles qui sont mises en place. Peut-être que de savoir comment ça se passe dans le pays d'à côté, ce serait quand même intéressant. Et puis, on a peut-être plus de difficultés à créer du contenu. Donc, si on peut en avoir aussi qui viennent d'autres pays, peut-être que ça peut nous être utile. Donc, finalement, là, pour nous, Covid a été un accélérateur parce que des besoins nouveaux sont sortis. On aurait eu plus de peine avec ce projet hors Covid. Oui, c'est ça, c'est le moment du Covid. On avait envie de savoir comment les autres pays s'en sortaient, comment ils géraient la situation aussi. Ça a peut-être développé ce côté, cette ouverture aussi d'esprit, même si, bon, évidemment, il n'y a pas fallu attendre le Covid, mais ce côté, on va regarder comment le voisin est en train de gérer la situation, quoi. Mhm. Et alors, c'est très intéressant ce que tu dis parce que, en général, dans beaucoup de projets IA, on commence toujours par avoir un problème et à se dire comment je vais régler ce problème et est-ce que l'IA peut m'aider à régler ce problème. Et vous, là, en l'occurrence, dans le cas du projet Néo, ça a été plus la question de se dire comment on peut itérer, comment on peut tester de créer un outil, une sorte d'agrégateur d'actu, quoi. Il n'y avait pas vraiment de problème à la base. Il y avait quand même ce problème-là qui avait bien été levé par Patrick, puis d'une certaine manière, on a peut-être encore un peu, c'est comment est-ce que j'accède à du contenu sur un site web où il y a peut-être beaucoup ou trop de choses? Comment je trouve mon chemin au milieu de tout ça? Ok. Ça, c'est quand même un problème qui est là. Et puis, c'est le même problème qu'on a finalement avec les journalistes au jour d'aujourd'hui. C'est pour ça que Néo peut-être répond à un besoin. On reçoit aujourd'hui 3000 articles par jour dans notre système, de tous les coins de l'Europe. Aucun journaliste n'a le temps de lire 3000 articles. Même 300, c'est compliqué. Donc, comment je fais quand j'ai une question, quand j'aimerais comprendre une problématique au jour d'aujourd'hui pour faire ça? C'est très compliqué. Alors, notre agrégateur aide parce qu'il traduit les contenus. Donc, si je veux les lire tous en français ou tous en anglais, c'est déjà bien plus facile qu'autrement d'avoir cette perspective européenne. Mais il reste le problème de la curation. Comment je trouve les articles qui vont bien? Alors, bien sûr, je peux faire une recherche par mots-clés et puis chercher ceci ou cela, etc. Mais la possibilité de venir puis de poser une question simple, tiens, quelle est la situation à Gaza avec le cessez-le-feu? Qu'est-ce qui se passe avec Donald Trump, etc., etc. Ou même une story qui est en train de se passer en ce moment, quelque chose qui se passe. J'aimerais savoir qu'est-ce que les gens en disent. Ben, là, on peut le faire très facilement avec Neo et on répond à un vrai besoin, alors qu'autrement, c'est quand même relativement compliqué. Puis évidemment, il y a aussi l'angle de la qualité des contenus, parce que vous allez me dire, oui, mais on peut utiliser Perplexity, on peut utiliser ChatGPT, Claude et d'autres, c'est vrai. Mais voilà, une des récentes études qu'on a menées l'a aussi montré. Malheureusement, c'est pas si simple que ça. Et puis, on a facilement des problèmes où les sources sont de qualité diverses, où elles sont basées seulement aux États-Unis, où voilà, les résumés sont pas forcément ce qu'on pourrait attendre. Donc, la force de Neo, c'est aussi de s'appuyer sur cette base de données de contenu où on a du contenu des membres de l'UR, de l'EBU, du contenu qui est digne de confiance. Donc ça, c'est la base de notre outil finalement. On aura l'occasion de revenir un peu plus en détail sur la partie technique et aussi sur ce rapport dont tu viens de parler, conjoint EBU et BBC, sur aussi les problématiques des LLM. Je vous propose qu'on passe
à l'étape qu'on a tous envie de découvrir, la partie démo, pour que vous puissiez nous montrer à quoi ça ressemble l'interface. Et puis, je vais avoir tout un tas de questions à vous poser sur les cas d'usage des journalistes. On a bien envie de savoir comment aujourd'hui, déjà, qui sont les journalistes qui l'utilisent et comment ils l'utilisent au quotidien. Voilà. Alors, on va faire un tout petit détour avant de voir Néo lui-même pour vous donner le contexte. Donc, je parlais avant de ce hub de news, on l'appelle le News Pilot parce qu'on peut finalement, d'une certaine manière, piloter les news que nous recevons au jour le jour. Donc, voilà, on le voit ici dans l'interface, j'ai toutes sortes de news qu'on vient de recevoir. On peut recharger pour voir peut-être quelles sont les dernières qu'on a reçues en ce moment. Voilà, donc la dernière news ici, ben, ça tombe bien, elle est arrivée de France Info, donc en français. Elle a été publiée à 18h08, c'est 18h12, donc ça fait quelques minutes à peine après publication qu'on la reçoit. En général, on a 1 ou 2 minutes de délai entre le moment de la publication et le moment où on reçoit la news. Toute news qu'on reçoit, on la reçoit dans sa langue originelle. Donc ici, on l'a en français avec l'entier de l'article, avec potentiellement des images, des médias, une structure. Et puis, elle est automatiquement traduite en anglais dès la réception pour que tous les journalistes européens puissent y avoir accès facilement. On n'est pas limité ici avec l'anglais et le français. Si je veux une traduction à partir du français en allemand, je peux la demander au système. Et puis là, on a un autre outil qui s'appelle Eurovox qui s'occupe de nous faire la traduction. Donc là, voilà, maintenant j'ai ma version en allemand si je préfère lire cet article en allemand. Donc ça, c'est la base que peuvent utiliser les journalistes. Vous voyez qu'on a près de 4 millions d'articles dans la base de données. Et puis, si on va regarder combien on en a reçu dans les 24 heures, en général, c'est voilà, dans les 3000, on en a eu un peu plus. Ça dépend des jours. 4600 articles reçus dans les dernières 24 heures. Donc ça, c'est la base de données finalement de nos contenus fiables qui viennent des 4 coins de l'Europe, avec laquelle on travaille tous les jours, et puis finalement qui est à disposition de tous les journalistes de l'UER. Ils ont accès à cet outil, ils peuvent venir faire leurs recherches, voir les différents contenus, faire des recherches par date, par mots-clés, et également l'explorer avec Neo. Donc voilà, la base de données de contenu de Neo, c'est ce News Pilot qui est vraiment le fondement, on va dire aussi même au niveau technologique pour une part de Neo. Je vais passer la main à Alexis pour la démonstration de Neo lui-même, et puis on reviendra après peut-être. Oui, volontiers, merci Sébastien. Donc, je vais continuer la présentation. Je vais vous montrer mon écran et vous présenter l'interface de Neo. Donc là, on se retrouve à nouveau sur le News Pilot et puis on a un onglet spécifique qui est nommé avec le nom du produit, donc Neo. Et puis, donc, ce qu'on peut voir là, c'est qu'on tombe sur une interface qui est bien connue, qui ressemble à celle qu'on peut aussi trouver sur GPT, Perplexity, etc. Sauf qu'ici, on a voulu orienter cette interface vraiment pour répondre à des questions et sur l'actualité. Donc, on a simplement déjà quelques questions qui nous sont proposées quand on arrive. Voilà, donc ces questions, elles peuvent être aussi changées par les éditeurs dans le News Pilot. Donc, ils ont la main complète sur ces questions pour aussi proposer des choses qui peuvent intéresser autant les journalistes que l'audience, parce que Neo est disponible premièrement pour les journalistes, mais on verra aussi qu'il est disponible pour l'audience. Donc voilà, il y a ce côté éditorial qui reste présent où on laisse la main en fait aux éditeurs pour choisir comment ils ont envie d'orienter le produit. Et puis ensuite, on a une simple barre de questions où on peut saisir nos différentes questions. Le chatbot, il est multilingue, donc là, je peux taper ma question en anglais ou en français et je vais obtenir ma réponse. Je peux présenter une première question, par exemple, en anglais. Ensuite, on passera en français. What are the latest news about Trump? Donc, quelles sont les dernières nouveautés ou actualités à propos de Donald Trump? Et je vais l'envoyer à Neo. Donc, qu'est-ce que Neo va faire? Premièrement, il va prendre la question et il va rechercher des articles pertinents. Donc là, il va rechercher dans l'ensemble de la base de données de contenu qu'on a dans le News Pilot. Et puis, il va essayer de trouver les articles qui répondent au mieux à ma question. Là, on peut voir qu'il a trouvé différents articles sur lesquels ensuite je peux cliquer pour aller lire le détail si ça m'intéresse. Par exemple, voilà, je vois que cet article, il m'intéresse, j'ai envie d'avoir plus d'informations sur celui-ci. À nouveau, on retrouve l'interface comme Sébastien l'a présenté avant, où je peux naviguer et lire l'article dans la langue qui me convient le mieux. Et donc, à partir de ça, à partir de l'ensemble des articles pertinents qu'on a retrouvés, il faut savoir déjà que ce processus, il se fait en plusieurs étapes. On va déjà rechercher les articles pertinents. Ensuite, on a aussi un filtrage où on va se dire, mais en fait, parmi tous ceux que j'ai récupérés, lesquels répondent au mieux à la question, lesquels me donnent les éléments les plus intéressants pour répondre à l'utilisateur. Et puis, donc, on va limiter un peu le nombre d'articles qu'on va prendre en compte. On va les donner à un LLM qui va nous faire justement une génération qui sera la synthèse, en fait, de ces différents articles.
Et ce qu'on peut voir ici, donc là, j'ai ma réponse qui m'est donnée avec les latest news about Donald Trump. Et puis, on voit qu'il a vraiment utilisé en fait le contenu qui provient des articles. Et donc, le Neo a été développé dans le but vraiment que le contenu ne soit pas utilisé uniquement à partir des connaissances internes de notre modèle, mais qu'au contraire, il utilise les articles qu'on lui donne pour donner la réponse aux journalistes et à l'audience. Donc, typiquement, on voit ici un premier bloc de texte en fait, qui nous dit ensuite, avec la petite référence qui est citée, eh bien, de quel article il a trouvé les mentions qui sont énoncées. Donc, typiquement, ici, un article de RTVE. Et à nouveau, à chaque fois, j'ai la possibilité de cliquer sur l'article et d'aller voir que les informations qui m'ont été données par le module de génération n'ont pas été hallucinées, mais qu'ils proviennent bien de l'article qui contient le contenu. Donc voilà, j'ai ma réponse qui m'est donnée avec les différentes sources qui sont citées. Et je peux vous donner un autre exemple. Avant, je mentionnais que le chatbot est multilingue, donc là, je peux très bien poser mes questions en français. Par exemple, quelles sont les dernières actualités à Paris? Et puis là, à nouveau, on va voir que on va aller chercher les articles les plus pertinents en lien avec le sujet et on va voir notre réponse qui va nous être donnée dans la langue dans laquelle j'ai posé la question. Vous voyez aussi quelque chose d'assez important ici, c'est qu'on traduit et qu'on reformule la question à chaque fois. On a observé des cas dans lesquels les questions des utilisateurs n'étaient pas toujours claires ou évidentes. Et puis, pour cette raison, en fait, on a une première étape qui va reformuler la question. Là, elle est reformulée en anglais pour trouver le contenu pertinent. Et puis, ça nous aide en fait à, voilà, si on a une question qui peut être ambiguë ou qu'on pourrait interpréter de différentes manières, de choisir comment on va y répondre et puis d'être clair aussi avec le journaliste pour lui dire, voilà comment j'ai compris la question que tu m'as posée et voilà ensuite la réponse que je vais te donner. Ce qui est Et une donc, étape hyper importante, parce que c'est souvent à ce moment-là de la recherche que sur un LLM, c'est là où ça déraille et qu'il y a une mauvaise compréhension du prompt et derrière une hallucination. En tout cas, du coup, le traitement automatique du langage naturel est pas performant. Donc là, c'est intéressant de savoir que vous reformulez le prompt. Ça, c'est étonnant. ouais, Intéressant, en tout cas. ouais, en fait, on a eu des cas, en fait, et typiquement, je peux vous en montrer un. Hein. Donc là, juste pour revenir avant, on a notre résultat qui est obtenu en français dans la bonne langue. Mais voilà, comme je disais, on a eu des questions. Par exemple, si je réinitialise mon chat et que je demande juste Donald Trump, point d'interrogation. Qu'est-ce que je souhaite dire, en fait? Est-ce que je souhaite obtenir les latest news about Trump, donc les dernières nouveautés sur Trump? Est-ce que je voudrais simplement savoir qui est Donald Trump? En fait, c'est des questions qui sont totalement différentes. Et puis pour ça, on a besoin de mieux connaître l'intention de l'utilisateur. Donc, on a aussi, en fait, lorsqu'on a vraiment une ambiguïté qui est très grande, comme dans ce cas-là, développer une option, en fait, où on demande explicitement à l'utilisateur ce qu'il entendait par sa question. Donc, voilà, dans les cas où on a pu interpréter et qu'on pense qu'on est assez sûr de l'intention qui était derrière l'utilisateur, on va juste reformuler la question de manière à ce qu'on puisse favoriser le fait qu'on va trouver des contenus pertinents. Mais dans les autres cas où vraiment on a une grande ambiguïté, on a aussi la possibilité ici en fait de juste dire quelle était mon intention. Voilà, peut-être qu'en fait, oui, je voulais avoir les latest news sur Donald Trump. Et puis là, à nouveau, on a nos articles pertinents qui sont retrouvés et puis la réponse qui est fournie. Il y a un côté très rassurant de pouvoir cliquer sur la source qui a servi à la formulation de la réponse. Ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est de plus en plus réclamé, pas que par les journalistes. Le fait de pouvoir aller très rapidement et retrouver le passage, ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Tu nous disais que il y avait comme un système de notation aussi qui était fait pour déterminer les articles qui étaient proposés et mettre les articles avec la meilleure note. Comment vous faites ça? Tu peux nous donner un petit peu des infos sur comment ça fonctionne? Ouais, alors j'aurai un petit schéma peut-être un peu plus tard dans l'aspect technique qui présente ça, mais de manière OK. générale, il y a plusieurs critères assez importants dans la manière dont on va répondre et choisir les articles pertinents. Et un des critères très importants, c'est la temporalité. Ça veut dire, qu'est-ce que j'entends par là? C'est l'aspect, en fait, si je demande les latest news, je m'attends à avoir des articles qui concernent des faits très récents. Donc voilà, si je propose un article dans les latest news qui datent de 3 mois, c'est qu'on a un problème, étant donné qu'on reçoit chaque jour 3000 articles. Donc ça, c'est un aspect sur lequel on utilise pour justement retrier ces articles et mettre en avant ceux qui sont les plus pertinents au niveau de la temporalité. Et à contrario, on a d'autres questions en fait, où l'aspect temporel n'est pas important.
Par exemple, moi, si je demande qui est Donald Trump, si j'ai un article qui me présente sa vie, ce qu'il a fait, comment il est arrivé au poste de président des États-Unis, eh bien, en fait, c'est totalement pertinent, même s'il a été publié peut-être il y a une année, ouais. Donc voilà, en fonction de la question, on a cette identification de la temporalité. Ensuite, on a aussi à quel point l'article est simplement, au niveau de la sémantique, il répond à la question que j'ai posée. Donc, on peut trouver des articles qui ont l'air en lien avec le sujet, mais qui ne donnent pas du tout la réponse explicitement que l'utilisateur il a posée. Et donc, pour cette étape, on a à nouveau une analyse qui est faite avec un LLM où on va lui demander est-ce que en fait, le bout de texte que j'ai trouvé dans mon article, il répond, il permet de trouver des éléments importants et pertinents que je peux donner à mon utilisateur final. Donc voilà, on balance en différents critères comme ça. Peut-être que le schéma de la pipeline derrière Neo permettra de mieux comprendre tout ça. Mais on balance entre ces critères pour finalement faire un tri et mettre en avant les articles qui nous semblent les plus pertinents dans la réponse donnée, quoi. Ok, très très clair. Merci Alexis. Alors, la question suivante que j'ai envie de te poser, c'est concrètement comment les journalistes l'utilisent. Là, on a vu un cas de recherche d'infos dans un pays. Donc, Ouais. mettons, je suis basé à Paris, j'ai envie de trouver les dernières actualités qui se passent à Montréal, au Canada. Est-ce qu'il y a d'autres cas d'usage de la plateforme, de l'outil par les journalistes aujourd'hui? Ouais. Je pense qu'un cas d'usage principal, c'est déjà de se dire, en fait, j'ai entendu parler d'un sujet, j'aimerais avoir plus d'informations. Pour ça, je peux faire un exemple très concret. Voilà, je regardais un peu les news qui se passaient à Paris et j'ai vu qu'aujourd'hui, il y avait des coupures d'électricité. Alors, je pourrais trouver déjà en fait tous les articles qui me permettraient d'aller mieux comprendre le contexte, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que les médias européens en disent, pour me faire une perspective vraiment meilleure avec vraiment l'ensemble des articles que j'ai à disposition dans le pilot. Donc, je vais faire le cas ici que s'est-il pardon, que s'est-il passé aujourd'hui avec les coupures de en à Paris et je soumets. Et donc là, en fait, pour les journalistes, c'est super cool de pouvoir avoir cette liste d'articles qui est retrouvée et de directement avoir accès au contenu par une recherche justement sémantique et aussi temporelle où on va retrouver des articles vraiment pertinents et d'avoir en fait directement des chiffres, des informations qui sont données et qui me permettent d'explorer le sujet beaucoup plus en profondeur. Simplement, voilà, on en a entendu parler, on a l'ensemble des détails avec une perspective vraiment plus large en fait qu'un seul article qui me donne des informations. Là, vraiment, on a la possibilité justement de voir ce que les différentes sources en disent. Des fois aussi, elles ont des points de vue qui sont différents, des perspectives différentes. Et avec ça, on peut vraiment avoir ces différentes perspectives. Donc ça, c'est un premier cas d'usage. Et je pense qu'un autre cas d'usage qui est aussi assez intéressant, et on l'a, je pensais qu'on l'avait dans les questions ici, mais en fait, c'est aussi pour checker des faits. Par exemple, on avait eu le cas où il y a un ministre albanais qui a élu une IA comme nouveau ministre. Et voilà, typiquement, on peut se poser la question, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai entendu cette information, de où elle sort? Eh bien, en fait, là aussi, on peut venir vérifier nos faits. Par exemple, est-ce vrai que, hein, qu'une IA a été élue comme ministre en Albanie? Et là, je soumets, et puis en fait, je vais pouvoir retrouver les différents articles en lien avec le sujet et me faire un vrai avis sur, voilà, peut-être un fait que j'ai entendu. Et typiquement ici, on voit qu'en fait, ce fait, il est mentionné par de nombreux articles, par de nombreuses sources aussi en Europe. Et puis, je peux directement venir checker que ce que j'ai entendu dire est un fait qui est avéré dans les news, quoi. C'est le deuxième cas aussi important que je vois pour les journalistes. Peut-être, Sébastien, tu as d'autres cas que tu sais. Alors, ce que j'ai entendu aussi de la part des personnes qui travaillent dans la newsroom, c'est que parfois, ils sont très au courant de ce qui se passe pendant la journée parce qu'ils sont en shift, comme ils disent, hein. Donc, les news arrivent, ils doivent les trier, les gérer, les republier, etc. Mais après, comme tout le monde, un jour ou l'autre, ils ont droit à un jour de congé. Et puis, le jour où ils reviennent, il faut rattraper le temps perdu et puis avoir un bref rappel, un bref résumé de ce qui s'est passé pendant la journée d'hier ou le week-end où j'étais pas là ou autre. Tiens, c'est quoi les dernières news à propos de Gaza, à propos du cessez-le-feu et autres? Peut-être que j'ai besoin d'un résumé rapide pour être à jour. Ça fonctionne assez bien là, parce que finalement, on a un briefing news sur un sujet donné en quelques instants, avec l'entier des sources à disposition. Donc là, c'est un usage qu'on connaît aussi
Une autre chose aussi qu'on a vue, autant de la part des journalistes que de la part des utilisateurs finaux, hein, du public, qui a aussi accès à une version de Néo, on pourra en parler tout à l'heure, c'est qu'il y a des gens qui continuent à la discussion. Initialement, c'était une question et nous, on apporte Ok. une réponse. Voilà le résumé. Il y a des gens qui commencent à dire, tu peux m'en dire plus sur le premier point? Et puis évidemment, tant qu'on était en mode une question, une réponse, la question, tu peux m'en dire plus sur le premier point, on ne sait pas de quoi on parle, parce que ça suppose tout un contexte qui était avant, quoi. Si on sait de quoi on parle, on peut répondre, mais en l'absence de contexte, il n'y a pas moyen de répondre à la question. Si on dit, tu peux m'en dire plus sur ce qui s'est passé à Kharkiv, là, on comprend, mais en l'absence de contexte, pas possible. Donc c'est aussi une des choses sur lesquelles on a travaillé, c'est la possibilité comme ça de continuer la discussion, d'explorer un aspect ou un autre. Donc voilà, non seulement on peut avoir cette espèce de perspective générale où on fait un overview directement au moment où la personne pose une question, mais on peut poser des questions de détail, approfondir un aspect particulier maintenant qui est plus pertinent. Une fois qu'on a eu ce premier aspect général, on se dit peut-être moi c'est surtout cet aspect-là que j'aimerais creuser. On peut continuer de questionner, de continuer de chercher, tout en gardant une partie du contexte qui a déjà été posé avant. Puis même, on a trouvé que c'était intéressant aussi ce que font d'autres outils, hein, comme ChatGPT, qui a cette tendance à essayer de nous pousser à la consommation. On s'est dit, peut-être que côté news, on peut aussi avoir quelque chose de ce côté-là, et puis de suggérer des angles. Comme on le voit là, il y a des follow-up, donc on peut suggérer des angles supplémentaires que peut-être le journaliste veut explorer. Et puis, lui, il peut simplement le cliquer et puis l'explorer, ou il peut taper sa propre question finalement qui permet de continuer l'exploration, que ce soit en mode je vais explorer un aspect particulier, ou au contraire, au bout d'un moment, peut-être je suis arrivé au fin fond de ma recherche très très précise, et je reprends un step back, puis je pars sur une autre question, ou une question plus large ou élargissante sur la base de ce que j'ai appris. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est interactif, puis qui est comme un dialogue finalement avec le contenu. Donc, on est très loin de l'outil de recherche initial où on tape deux mots-clés, hein. Oui. On voyait l'exemple de tout à l'heure, Trump, point d'interrogation. On a des gens qui font ça parce qu'ils pensent que c'est comme le Google d'il y a quelques années. Je tape deux mots-clés, puis j'essaye de savoir ce qui va sortir. Mais en fait, on peut vraiment engager autant les journalistes que le public avec un dialogue, et le contenu devient interactif. On explore les news de manière différente, de manière assez transverse. Et puis, d'une certaine manière, en tout cas pour ce qui me concerne, je dirais même addictive, parce qu'on s'intéresse au sujet, on lit, on trouve des trucs intéressants, puis on a envie de creuser un aspect, puis on continue comme ça cette exploration comme un chemin. C'est assez plaisant. On n'est plus dans la notion vraiment de voilà, je lis un article, etc. Oui, peut-être qu'on lira un article sur le côté, on va le consulter pour voir peut-être la perspective spécifique, mais on peut aussi explorer de manière beaucoup plus transverse et interactive qu'on pouvait le faire avant. Donc là, si je résume les différents cas d'usage que vous venez de nous présenter, il y a du coup la recherche assez simple, assez basique sur un sujet. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à Paris sur les coupures d'électricité à Paris? Voilà, on a plusieurs sources, on est capable de savoir, d'avoir un résumé. On a cette proposition de fact-checking que tu nous as montré, Alexis, sur l'Albanie. Donc, à être capable d'interroger une base de données pour savoir si un des médias partenaires de Néo a déjà fact-checké cette actu, immédiatement, vous allez avoir la réponse. Donc, ça aussi, ça peut être un outil aussi, un des outils, du panel, un des outils de l'attirail du fact-checker. Ça, c'est aussi très intéressant. Revenir sur qu'est-ce qui s'est passé sur la situation à Gaza, le côté un petit peu remise à jour, ça c'est extrêmement important aussi. Quand on est matinalier et qu'on a besoin de savoir très vite ce qui s'est passé la nuit, revenir là-dessus, c'est hyper intéressant. D'autant que j'ai vu que parmi les sources que vous avez les fameux à la une de 9h, à la une de 6h de l'AFP, qui sont vraiment qui permettent de résumer bien les points clés de l'actualité avec les 3, 4 ou 5 points clés de l'actualité. Je me demandais si vous aviez, dans la base de données qui alimente Néo, également des documents prévisionnels sur ce qui est prévu de se passer dans l'actualité aujourd'hui. Auquel cas, un bon cas d'usage aussi qui pourrait être intéressant sur Néo, c'est de taper « Liste-moi les événements d'actu qui vont se dérouler aujourd'hui ». Ouais, alors il y a des articles comme ça, on a effectivement des sources qui nous le donnent, et puis parfois c'est aussi un des cas d'usage effectivement pour les journalistes. Ouais, tout à fait. Ça, c'est intéressant. Je ne sais pas si Néo répond toujours de la bonne manière à ce propos, mais Essayons. voilà. On va le faire en direct. Qu'est-ce que ça peut Voilà. faire? On va voir en direct.
actuel, examen en commission du rapport sur la partie des recettes du projet de loi de finances, indicateurs économiques. OK. Donc, il va interroger certainement le document des prévisions de l'AFP, a priori. Ouais. Ouais. OK. Oui, donc là, il y a un autre cas d'usage intéressant, c'est faire de la veille, anticiper des sujets. OK, très intéressant. Il y a un autre cas d'usage que je voyais aussi, c'est de prendre le prisme de l'étranger pour voir comment à l'étranger on a traité un sujet local. Peut-être on pourrait tester, Alexis, de taper, alors je vais parler sous le prisme français, mais ça serait intéressant de voir si on a des réponses sur comment les médias européens ou les médias étrangers ont traité ou traitent la crise politique en France ou les questions autour du budget, peut-être plus ça, le budget en France, le vote du budget. C'est un vrai sujet aujourd'hui. La France n'a pas encore de budget pour l'année 2026. Alors là, on a l'option de le poser sous forme de question, puis on va certainement avoir une réponse, mais on voit qu'évidemment, les contenus de France Info vont aussi potentiellement être considérés comme pertinents pour répondre à cette question. Donc, on va peut-être avoir une réponse de qu'est-ce que les Français disent que les autres disent de nous. C'est un petit peu un détour, mais on a aussi l'option, nous, de choisir les sources qu'on veut utiliser en tout temps. C'est-à-dire qu'on peut très bien restreindre Néo à n'utiliser qu'une des sources ou ne pas utiliser certaines des sources. Donc, on peut très bien dire là, bah, tous les médias français, volontairement, on les exclut. Comme ça, on aura une perspective, on va dire, uniquement étrangère sur une problématique française. Là, on force le trait d'une C'est certaine exactement ça manière qu'on veut. pour Néo. Voilà. Et donc là, on a du Ah, là, on a encore RT. ART. Bon, ART, on peut dire c'est franco-allemand, donc peut-être qu'on devrait aussi l'enlever, c'est à voir. Mais Je vais l'enlever, comme ça on va pouvoir reposer notre question en l'excluant justement de notre analyse. Parce que ça peut faire l'objet du coup d'un article dans une rédaction en mode voici comment les médias européens, les médias étrangers observent la situation politique en France. Donc là, la télé autrichienne, ORF, OK, même, Reuters, je dirais jusqu'à dire que c'est peut-être même une perspective qui peut être utile pour créer des contenus, parce que ouais, on sait que les gens sont, dans un pays donné, sont souvent assez friands de savoir comment l'étranger les perçoit. Donc, prendre une problématique quelconque, française, et puis voir comment les autres médias voient la chose, ça pourrait donner lieu à un article qui pourrait intéresser les Français. totalement. Totalement. C'est un peu le prisme aussi de Courrier International, le média. Donc ok, c'est intéressant de voir que Néo permet aussi d'aller regarder ça. Canon, merci beaucoup pour la démonstration. Est-ce qu'il y a d'autres cas d'usage encore que vous avez? Déjà, on en a pas mal là. Je ne sais pas si ça dépasse la question ou pas, mais un cas d'usage évident, c'est que on n'a pas voulu restreindre Néo aux seuls journalistes, mais qu'il y a aussi des cas d'usage pour les non-journalistes, pour les utilisateurs finaux, pour les citoyens. Ouais, effectivement. Pour ça, on a donc eu une collaboration en premier avec la radio suédoise qui nous a demandé est-ce que c'était possible de mettre à disposition Néo de l'audience. Et en fait, c'est ce qu'ils ont fait justement en choisissant de créer une version de Néo qui se base uniquement sur le contenu de SR. Donc en fait, c'est comme si j'appliquais mon filtre ici sur les sources et que je disais, voilà, je prends le contenu de la radio suédoise uniquement. Et puis à partir de là, eux, ils ont intégré ça directement sur leur site web et aussi dans leur application mobile. Donc là, si je vais sur le site web de la radio suédoise, hop, vous allez voir qu'en fait, voilà, sur la page d'accueil, je peux aller poser des questions à Néo et donc sur le contenu que eux ils mettent à disposition. Voilà, ils ont mis un lien qui évolue, des fois il est plus ou moins haut sur la page d'accueil, c'est ce lien ici. Et donc quand je clique ici, en fait, je retrouve Néo, mais adapté à la radio suédoise. Donc là, on voit tout le thème qui match aussi avec leur site web. Et puis si je choisis une des questions, je prends par exemple celle-ci, eh bien en fait, on va avoir la même pipeline qui va s'exécuter, on va rechercher les articles pertinents et donner une réponse aux utilisateurs où là, en fait, on aura simplement filtré les sources pour n'utiliser que celles de la radio suédoise. Donc, les sources ici sont affichées juste en dessous.
Et puis, évidemment, ça permet à l'audience de cliquer, d'aller lire les médias de la radio suédoise. Donc, ici, je peux revenir sur l'article. Et puis, d'explorer l'actualité aussi, en plus des journalistes. Donc ça, en tout premier, c'est la radio suédoise qui l'a fait. Il y a aussi d'autres membres qui l'ont fait en partenariat avec le BU, justement. Donc, il y a les Suisses. Donc, si je vais aussi sur le site web de Suisse Info, on va aussi retrouver dans différents articles qu'ils ont mis à disposition, voilà, une box, donc là, adaptée à nouveau à leur thème, dans laquelle on peut poser des questions sur l'économie suisse ou sur d'autres perspectives, en utilisant à nouveau, cette fois, que le contenu qui a été publié par les médias suisses. Et puis, à nouveau, là, on retrouve le cas d'usage standard de Neo avec les différentes réponses qui me seront données. Et puis, finalement, aussi LSM qui a intégré ça sur son site web en tant qu'outil de recherche. Donc, si je vais sur leur site web, vous allez voir qu'à côté de la recherche standard du site web qui est mise à disposition, on a une petite loupe magique, en fait, sur laquelle on peut cliquer. Et puis, quand on arrive dessus, en fait, on retrouve à nouveau notre version de Neo. Donc voilà, Neo, à la base, c'était pour les journalistes, mais en fait, ça a grandement évolué et c'est devenu aussi un outil très intéressant pour l'audience directement, pour explorer d'une nouvelle manière l'actualité. C'est ça, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure au début, en préambule, Sébastien. L'objectif de Neo, c'était de développer une nouvelle manière de consommer, entre guillemets, l'info, de ne pas tomber sur une home page toute simple et de scroller de haut en bas, mais c'est d'interagir avec les contenus, quoi. Ok, ça c'est évidemment important. Oui, c'est très important. Et puis, d'une certaine manière, c'est aussi un shift, un changement qu'on voit de manière globale. Parce que autrefois, les gens, pour s'informer ou pour trouver de l'information, simplement, c'est quoi la porte d'entrée? Soit je vais sur un site que je connais, c'est une option possible. Mais l'autre, c'est simplement de passer sur Google. Hein. On faisait sa recherche, voilà, Donald Trump, et puis on trouvait peut-être les dernières news via Google. Maintenant, les systèmes de recherche, ils sont devenus aussi, on va dire, génératifs. On parle de generative search. Hein, donc, on a tendance à avoir, si on va sur Google puis qu'on lui demande Donald Trump latest, il va certainement aussi nous faire une espèce de réponse à la Neo, à sa propre sauce, avec une intelligence artificielle qui va générer un espèce de résumé. Et puis, ça veut dire qu'on a finalement changé de monde, parce que dans le monde d'avant, quand je posais une question ou une requête utilisateur sur Google, qu'est-ce qui se passait? J'obtenais une liste de liens que ensuite j'allais cliquer pour essayer de m'informer. J'allais aller voir l'article 1, l'article 2, etc. J'allais me faire ma propre vision des choses sur la base des liens que je visitais. Et puis, il y avait cette espèce de deal, d'une certaine manière, entre ceux qui créent du contenu d'un côté, des journalistes, les médias, les journaux et autres, et puis les systèmes de recherche comme Google pour dire, OK, vous avez le droit de vous promener sur notre site web, de l'indexer, parce qu'ensuite, les utilisateurs vont venir sur le système de recherche, ils vont trouver les articles, et puis ils vont venir ensuite sur notre site comme média pour lire notre article et autres. Donc, quelque part, Google était un intermédiaire qui amenait du trafic sur les sites en amenant les gens qui suivent finalement ces liens. Le problème que beaucoup de médias ont en ce moment, c'est de dire ce mode-là, il est en train de disparaître. Parce que les gens, quand ils vont poser une question Donald Trump latest news, il y a bien à parier que Google va générer une petite réponse en disant voilà les dernières choses que Donald Trump a dit ou a fait. Et les utilisateurs vont, au lieu d'avoir une liste de liens, ils vont avoir une réponse directement sur place, que ce soit pour une question d'ailleurs de news ou pour tout autre sujet. Hein. Je parlais tout à l'heure de cuire son poulet. Si je demande à Google how to cook chicken, il va me donner une recette. Il va plus simplement me donner une liste de liens. Donc là, il y a un changement majeur dans la manière dont on est en train d'interagir avec les machines, avec nos différents outils, que ce soit ici un ordinateur, mais que ce soit aussi sur mon téléphone et puis sur bien d'autres dispositifs par la suite. Ça va arriver dans les voitures. Peut-être qu'un jour, nos fameux smart speakers, haut-parleurs connectés vont enfin être smart, puis on aura enfin des vraies réponses. Mais il y a quelque chose là qui change fondamentalement. Ce que ça veut dire aussi, c'est que notre public, les gens qui consomment du journalisme, qui veulent s'informer, leurs attentes, elles changent. Ils n'ont plus les mêmes attentes qu'autrefois. Si je peux aller sur ChatGPT, sur Perplexity et obtenir les news que je souhaite, quel que soit le sujet, parce que peut-être tout le monde n'est pas passionné par Donald Trump, puis les gens veulent peut-être s'informer sur toute autre chose, je ne sais pas, des résultats sportifs, des news scientifiques,
un sujet de niche, peu importe, ben, finalement, ils vont avoir une réponse à la volée pour ces questions sur tous ces outils de manière extrêmement simple. Et puis, si on va au contraire sur un site, on va dire, traditionnel, comme celui de la BBC ou de n'importe quel journal, la plupart du temps, il faut encore trouver son chemin. Il faut se promener pour savoir, bon, c'est peut-être dans la rubrique ceci, c'est peut-être dans la rubrique sportive que j'aurai les news sportives. Puis, si je m'intéresse à la course à pied, est-ce que ce sera là ou est-ce que ce sera ailleurs? Je ne sais pas. Puis, si je veux savoir comment cuire mon poulet, pour les médias, bah, il y a peut-être une vidéo qui en parle quelque part, mais il va encore falloir la trouver. Donc, c'est encore un petit peu difficile. Ben, une des idées avec Néo, c'est justement de rendre le contenu plus accessible. C'est plus facile de mettre à la surface le contenu qui est pertinent pour moi. Peut-être que je suis fan de cette toute petite équipe de football local. Et puis, évidemment, elle ne sera pas sur la homepage. Elle ne le sera jamais. C'est normal. Mais il y a peut-être un audio, une vidéo, un article qui en parle. Si je peux poser la question à Néo et puis avoir directement la réponse avec les derniers résultats sportifs de cette équipe, puis peut-être un résumé du match en même temps, ça va peut-être me faciliter la vie et puis me donner une autre expérience. Donc, il y a aussi là, quelque part, un challenge, un défi à prendre. Comment est-ce qu'on rend à nouveau notre site web accessible, le contenu accessible pour qu'il vienne à la surface plus rapidement et puis que je puisse répondre aux nouveaux besoins des utilisateurs, parce qu'à force d'utiliser ces outils d'IA, leur comportement et leurs attentes changent. Tu as raison de dire ça. On le voit d'ailleurs dans les médias, un média comme le Washington Post qui dévoile son chatbot Climate Answer, qui permet du coup d'interroger la base du Washington Post sur tous les sujets qui traitent du GIEC et du climat. Bah, il y a ça, donc Washington Post qui fait ça, Ouest France en France qui fait un chatbot, qui teste un chatbot sur les 24 heures du Mans baptisé Topo. Bon, voilà, on voit de plus en plus d'initiatives de ce type qui redessinent un peu la manière de construire une homepage aussi. Peut-être à terme, on n'aura plus des homepages toutes simples et peut-être qu'à terme, là, ce que tu nous montres sur la radio publique suédoise, peut-être ça sera ça la homepage dans quelques mois, quelques années de la radio publique suédoise. Si on reste justement dans le cas d'usage de la radio publique suédoise, quels ont été les retours des utilisateurs? Est-ce que vous avez eu des feedbacks un petit peu? Oui, bien sûr. Alors, bon, c'est toujours pareil. Quand on a un outil qui est à disposition d'un public large, on a tous les retours, on a toutes les sortes de gammes possibles. Donc, les gens qui disent c'est excellent, merci beaucoup, à ceux qui vont dire c'est une catastrophe, plus jamais, je ne veux pas parler à une IA. On a toutes les questions possibles au monde qui arrivent dans l'outil. Hein. Vraiment, il y a des questions liées à l'actualité. Il y a aussi des gens qui demandent, même si c'est censé être un chatbot orienté news, justement, comment est-ce que je peux cuire mon poulet? Est-ce qu'il y a un podcast qui parle de ceci ou de cela? Et voilà, les gens dépassent largement le cadre qui est celui qui est annoncé finalement. Et c'est pas un problème, hein, c'est simplement peut-être que les attentes des gens sont plus larges que ce qui était pensé initialement. Mais de manière générale, les gens étaient heureux sur pas mal de questions. Il y a aussi, c'est assez évident, mais la force et la faiblesse de Néo, c'est de répondre sur la base des contenus qui sont à disposition. Donc, si par exemple, quelqu'un vient sur le site de la radio suédoise et puis demande peut-être, je sais pas, des informations liées à l'Oktoberfest de Munich ou aux coupures d'électricité de Paris, si la radio suédoise n'a pas publié de contenu à ce propos, Néo va répondre « Désolé, je ne peux pas répondre à cette question » et va s'arrêter là. C'est aussi une des différences qu'il y a avec certains outils, on va dire, commerciaux du marché qui sont toujours à mode à vous répondre, hein, oui, mais bien sûr, quelle que soit la question, finalement, ChatGPT a tendance à aller dans cette direction, quitte à éventuellement halluciner une réponse. Quand nous, on n'a pas la réponse, on n'a pas peur de dire, non, on n'a pas de contenu qui semble pertinent vis-à-vis de la question qui est posée, donc on ne va pas pouvoir répondre, et donc on s'arrête là. Mais ça veut aussi dire qu'un certain nombre de personnes vont être frustrées parce que peut-être qu'ils avaient une question qui semble finalement légitime, pour laquelle il n'y a pas de contenu publié, et donc on est dans la capacité de répondre. Ça reste néanmoins une opportunité parce que j'aime à dire qu'avec Néo, on peut d'une certaine manière mesurer l'audience pour le contenu qu'on n'a pas. Si tout à coup, on voit qu'un certain nombre de personnes posent des questions sur, mettons, je ne sais pas, l'évolution du prix des cryptos qui est en train de se casser la figure en ce moment, et puis que quand on pose une question à Néo, il n'y a pas de réponse pertinente parce qu'il n'y a pas de couverture news, il n'y a pas d'article qui a été écrit ou d'audio qui a été publié récemment sur le sujet, on est en train de mesurer l'audience pour un contenu qui nous manque.
ça peut être quelque chose de très Oui. intéressant pour une newsroom de dire, ah bah là, finalement, on a comme un espèce de trou dans notre couverture médiatique ou notre couverture news. Donc, c'est un sujet qu'on devrait traiter, on devrait faire un article sur ce sujet-là. Donc, quand on dit que Néo est un outil de conversation, il y a évidemment la conversation entre le public et le contenu, ou les journalistes et le contenu, mais d'une certaine manière, on crée aussi une autre conversation qui est de ramener le public dans la newsroom, puis dire, ben, là aussi, il y a une conversation qui manque. Vous voyez ce que votre public attend de vous. Peut-être que là, il y a quelque chose à faire de votre côté. Donc, c'est aussi intéressant de pouvoir ramener quelque part le public dans la newsroom et puis on crée des nouvelles connexions. On n'est plus dans un mode, on va dire, broadcast où il y a un message unique qui est donné aux gens, puis vous avez qu'à le lire ou à l'écouter, à le consommer. On est aussi à nouveau à l'écoute du public pour essayer de comprendre en temps réel quelles sont ses préoccupations, pas simplement qu'est-ce qu'il clique, mais aussi qu'est-ce qu'il attend, sous quelle forme, comment est-ce qu'il interagit avec le contenu. C'est d'ailleurs assez important parce que la radio suédoise, initialement, quand ils ont commencé à travailler avec nous, l'accent était beaucoup plus fortement sur la question de on veut comprendre notre public, on cherche à voir comment on peut mieux le servir, plus que la qualité des réponses que Néo peut donner. Et au jour d'aujourd'hui, ben, ils sont encore dans ce mode d'évaluation. Ils sont très contents de Néo, ils le diraient eux-mêmes, j'en suis sûr. Mais ça reste encore un outil qui est en phase de développement, où on cherche à comprendre comment on peut faire mieux, comment on peut rejoindre le public de la bonne manière. On parlait de l'évolution du produit tout à l'heure. Il y a eu par exemple pas mal d'évolutions simplement en termes d'interface utilisateur. Comment est-ce qu'on affiche les choses? Quelles sont les informations qui sont pertinentes pour les utilisateurs? Celles qu'on affiche, celles qu'on n'affiche pas, celles qu'on affiche en premier? Ou est-ce qu'on met la liste des articles ou pas? On a une radio. Comment est-ce qu'on permet la lecture de ces audios? Est-ce qu'il faut se déplacer dans la page d'à côté? Est-ce qu'on le fait là? Est-ce qu'on le fait en mode playlist? Toutes ces questions sont là et sont importantes. Donc là, ça veut dire que Néo, aujourd'hui, le Néo branché sur le site de la télé, enfin de la radio publique suédoise, est en capacité d'envoyer, mettons, à la direction de la radio publique suédoise, un rapport avec dedans les requêtes les plus importantes qui sont tapées, qui n'obtiennent pas de réponse. Alors, on n'a pas eu ça encore sous forme automatisée. On a fait des analyses de ce genre-là qu'on a partagées avec eux. De manière automatisée, on a des retours des utilisateurs. On l'a peut-être entrevu tout à l'heure à l'écran, mais chaque question-réponse de Néo, il y a la possibilité de donner du feedback, que ce soit de la part des journalistes ou que ce soit de la part du public. On a un système simplement avec 1 à 5 étoiles pour dire c'est excellent, bonne réponse, ou au contraire, non, désolé, là, c'est nul, t'es complètement à côté, puis même de dire pourquoi c'est excellent ou pourquoi c'est nul. Donc ça, c'est du feedback qu'on collecte et puis qui nous permet de comprendre finalement si l'outil est utile, que ce soit pour les journalistes ou pour le public. Puis là, ça nous permet aussi d'avoir des statistiques d'utilisation, on va dire, qualitatives d'une certaine manière, qu'on peut donner à la radio suédoise chaque semaine. Donc chaque semaine, les personnes impliquées reçoivent un email avec des statistiques d'utilisation, de satisfaction des utilisateurs qui leur permettent de voir si les différentes évolutions qu'on fait sur le produit, à tout niveau d'ailleurs, amènent un impact positif. Donc peut-être qu'on change les parties, on va dire, visibles de Néo, mais nous, on est aussi sans arrêt en train de travailler plus dans la partie arrière-boutique sur le pipeline, les algorithmes, comment est-ce qu'on fait les choses. Voilà, là, il y a beaucoup de recherche aussi, et puis de comprendre si finalement on amène un impact positif ou pas simplement dans nos évaluations, on va dire, en mode data science de laboratoire, mais est-ce que l'impact est positif aussi pour les citoyens qui utilisent Néo au jour le jour? Ça fait combien de mois à peu près que c'est branché sur le site de la radio publique suédoise? Alors, si ma mémoire est bonne, on était en production depuis février de cette année avec eux. Et puis, en septembre, octobre, les Suisses et LSM nous ont rejoints. Un indicateur qui serait très intéressant à surveiller, ce serait de voir s'il y a une évolution majeure dans le nombre de pages vues par utilisateur. Est-ce que les utilisateurs vont aller voir plusieurs articles sur le site quand, par le passé, ils allaient voir 1 ou 2 articles maximum sur le site? Ça serait très intéressant. Alors, ce serait intéressant
Pour le moment, on a pris une approche très conservative par rapport aux données des utilisateurs. Donc, il n'y a pas besoin de login. Il y a des sites, des médias, je le sais, où pour avoir accès à un chatbot, il faut absolument avoir un login, un compte utilisateur ou voire même un compte payant. La radio suédoise a l'option d'être sans login pour l'instant. Donc, on n'a pas de possibilité de traquer un utilisateur au long cours et il n'y a pas le souhait pour l'instant de le faire. On est capable de comprendre évidemment si les gens cliquent les éléments qui leur sont affichés, les liens qu'on a dans le texte ou les vignettes qui représentent les différents contenus. Donc on peut voir qu'effectivement, il y a un intérêt pour ne pas simplement lire le contenu de Neo, mais d'aller continuer l'exploration soi-même. Ça, on voit qu'ils le font. Maintenant, on n'est pas en mesure de recouper ces données pour avoir une vision plus complète on va dire, du parcours utilisateur, puis de voir si après ça, il continue son exploration ou pas. Et puis, il y aura peut-être même une question, on va dire, un peu méthodologique à se poser, c'est que est-ce qu'on pourrait faire l'hypothèse que quelqu'un qui utilise Neo est déjà quelque part un fervent consommateur de news, puis donc que le panel de gens qui utilisent Neo sont déjà des news addicts, donc ils sont évidemment plus susceptibles de cliquer. Donc, je pense que là, c'est trop tôt pour répondre à ce genre de questions, d'être capable de dire avec Neo, il y a plus de visites ou on rend le site entier de la radio suédoise plus pertinent. Ça, je pense que c'est un peu tôt pour le juger. Puis, eux le disent eux-mêmes. Pour l'instant, Neo n'est pas dans un mode où ils cherchent à maximiser le nombre d'utilisateurs qui sont dedans parce qu'ils préfèrent continuer de travailler sur le produit, sur l'expérience, avant de chercher à amener plus de monde dans l'outil. Donc, on est encore dans une approche on va dire, de découverte positive et progressive. Donc là, on vient de passer sur la partie un peu publique, un peu B2C, quoi, de Neo. Complètement. Revenons un instant sur la partie B2B. Moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir à partir de quand vous avez rendu l'outil fonctionnel, en fait. Quand est-ce qu'a été lancé l'outil Neo pour les journalistes? Et qui sont les journalistes qui l'utilisent aujourd'hui? C'est les journalistes des rédactions partenaires, j'imagine. Oui, alors il a été lancé 5 mois. La toute première version qu'on a fait fonctionner, c'était 5 à 6 mois après le lancement de ChatGPT, donc ça fait déjà plusieurs années maintenant. On a eu des résultats intéressants au départ, mais tant qu'on n'avait pas géré cette question de la temporalité et un certain nombre de problèmes qu'on a découverts au fil de l'eau, l'outil était parfois très utile et parfois très nul. Donc les journalistes l'utilisaient de temps en temps, c'était un peu un gadget à une exploration, jusqu'au moment où voilà, Alexis a pu faire un travail de fond pour améliorer Neo et puis finalement lui donner les capacités qu'il a aujourd'hui. Donc ça, c'était quoi, il y a un peu plus d'une année maintenant. Ouais, c'est ça. La première version qu'on avait publiée, où j'avais fait des améliorations, c'était en décembre l'année passée, donc ouais, à peu près une année que c'est là. Et c'était quoi, Alexis, justement, ce travail que tu as fait qui a permis de faire shifter la technologie pour obtenir un résultat beaucoup plus proche des attentes? Est-ce que c'est notamment le travail sur l'analyse du prompt de l'utilisateur? Alors, en partie, le prompt, c'est vrai il est important et puis qu'il a un impact quand même sur la réponse finale qui est générée. Après, au-delà de ça, voilà, il y a l'approche traditionnelle du RAG où on va simplement avoir des articles qu'on va indexer dans une base de données et puis on va essayer de retrouver les articles les plus pertinents par rapport à une réponse qu'on va donner à notre LLM en demandant simplement avec un prompt adapté d'utiliser ces articles pour donner une réponse. Mais en fait, voilà, ce n'était pas suffisant. Il a fallu aller plus loin dans la démarche et mettre en place une pipeline avec d'autres étapes intermédiaires. Et puis en fait, cette pipeline, voilà, elle a été sujet de nombreuses itérations. On travaille encore dessus, on itère encore dessus. Mais voilà, on s'est rendu compte qu'on a besoin de faire justement ces questions de reformulation, d'extraction de métadonnées supplémentaires, d'extraction de la temporalité, et que c'est en ayant ces informations complémentaires qu'on peut retrouver en fait beaucoup mieux les articles pertinents. Également, je mentionnais avant le fait qu'on effectue un grading des articles, donc on les note chacun après les avoir récupérés. Donc ça, c'est une étape aussi qu'on a vue en fait qui était essentielle dans le fait de retrouver des bons articles. Donc voilà, en fait, ce travail de fond, ça a vraiment été de faire évoluer Neo d'un RAG simple à un RAG plus avancé avec différents modules qui permettent de vraiment être une pipeline qui soit adaptée à un cas d'usage pour les news. Pour expliquer auprès de l'audience, le RAG, le Retrieval Augmented Generation, vraiment, on est sur un circuit un peu fermé, on peut le dire, vraiment carrément fermé. Le LLM va surtout utiliser sa puissance de calcul, mais on va pas
permettre au LLM d'aller chercher en dehors des données qu'on lui a fournies. C'est ça aussi qui vous garantit un risque très faible d'hallucination. Ouais, exactement. En fait, on lui donne une liste d'articles à partir desquels il va construire sa réponse. Et puis voilà, avec un prompt très strict et aussi qui respecte les standards journalistiques qu'on attend, on va le forcer à générer la réponse justement en extrayant le contenu qu'on lui a donné et en n'utilisant pas la connaissance qu'il a pu acquérir pendant son entraînement, en fait. Est-ce que vous avez déjà remarqué des hallucinations? C'est déjà arrivé? Comment vous luttez contre ça? Ouais, c'est une bonne question. Euh, j'ai pas l'impression qu'on ait. On a eu des cas d'hallucination, c'est souvent en fait des cas d'interprétation aussi de phrases, où voilà, peut-être le LLM peut le retransmettre d'une manière où l'interprétation peut être plus ouverte que ce que l'article le faisait. Et ça, c'est clairement des cas où oui, en fait, on voudrait éviter et puis on dévie un peu de ce que l'auteur de l'article il a voulu transmettre. Après, voilà, on est aussi en train de mener des études sur le fait de vouloir détecter les cas où justement on a dévié par rapport à la phrase de base qui était présente dans l'article. Et pour plusieurs raisons, des fois c'est possible, notamment en raison des traductions en fait. Voilà, des fois on remarque que les outils de traduction, en fait, entre les langues ne permettent pas d'exprimer des faits de la même manière. Et puis donc là, on peut des fois avoir une petite altération dans le contenu. Et puis donc, étant donné que nous on travaille en multilingue, on peut observer ce genre de cas. Et voilà, on a cette analyse sur laquelle on est en train de travailler, justement, dans laquelle on aimerait aussi avoir une étape ensuite post-génération où on peut se dire, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai vraiment les phrases que j'ai citées, est-ce qu'elles proviennent vraiment des articles? Faire en fait un peu cet aller-retour pour double-checker qu'on n'a pas donné des informations qui étaient hallucinées par le LLM, quoi. Si on tombe sur une hallucination ou une mauvaise retranscription des propos du journaliste dans l'article d'origine et qu'on la note avec le minimum d'étoiles, là derrière vous, ça va tomber en supervision humaine et vous allez pouvoir regarder ce qui s'est passé. C'est ça un peu l'idée, la pipe. Ouais, c'est ça l'idée, c'est de vraiment avoir ce feedback de la part de nos utilisateurs pour le comprendre. On va essayer d'aller plus loin encore dans cette approche-là, avoir une approche automatique si possible aussi. Mais voilà, on constate relativement peu d'erreurs et de problèmes. Sinon, évidemment, on serait pas en ligne et les journalistes ne l'utiliseraient pas. Donc, on a une qualité quand même qui est bonne. C'est peut-être aussi une des questions de base face aux outils du marché. Hein. Je mentionnais tout à l'heure Perplexity, mais on peut penser à un certain nombre d'autres outils. Ben, c'est le sourcing, c'est sur quoi on se nourrit. Parce que voilà, une des études qui a été faite par les BU, la BBC, ont démontré que certains de ces outils commerciaux n'ont aucune distinction quant à la qualitativité des sources qu'ils utilisent. On a même des chatbots qui ont pu utiliser un listing sur eBay comme une source de données. Donc évidemment, entre ça et puis peut-être un média public et autres, on a quand même, c'est quand même du deux poids, deux mesures. Donc là, le fait d'avoir ces contenus fiables et puis pas non plus être forcé de donner une réponse. On a le droit de dire, désolé, j'ai pas de couverture news sur ce sujet, je ne peux pas répondre, ou c'est pas concluant. C'est aussi un droit qu'on se donne. Alors que voilà, un certain nombre de chatbots publics, l'objectif c'est que l'utilisateur soit content. C'est pas tout à fait la même chose. Donc nos objectifs sont pas les mêmes et donc la manière de finalement essayer de répondre à la requête de l'utilisateur n'est pas la même non plus. Vous avez aujourd'hui à peu près une vingtaine de médias partenaires, si je ne me trompe pas, hein, c'est ça? Qui donne du contenu à l'intérieur du Newspilote, oui, c'est un peu plus que ça. Je sais pas, le nombre change tout le temps, mais ouais, probablement 25 ou quelque chose comme ça, oui. Comment ça se passe concrètement? C'est du coup, les médias d'actualité vous fournissent les datas qui vont faire tourner le RAG derrière, c'est Ouais. ça? Alors, on a vu tout à l'heure l'interface du Newspilote. C'est un outil qui a plusieurs utilisations. Neo, c'est un des modules finalement qui vient se mettre sur cette infrastructure. Mais cette infrastructure, elle est là pour permettre déjà aux journalistes de faire des recherches indépendamment de Neo. Avant, les gens faisaient déjà des recherches par mots-clés. On a des systèmes de recherche sémantique. On peut filtrer par source, par langue, par type de média, par longueur de média. Enfin, il y a plein de possibilités pour trouver du contenu et du contenu utile. Et puis, sur cette base-là, il y a aussi eu la volonté de mettre à disposition ce contenu auprès des utilisateurs. Donc, c'est aussi une plateforme qui permet l'échange de news. France Info peut décider de donner un certain nombre de ces articles à disposition qui seront peut-être pris par Bayerischer Rundfunk en Allemagne et vice-versa.
Donc, cette plateforme, elle est utilisée pour ces différents usages. Et effectivement, donc, on parle pas simplement de data, c'est de la data si on veut d'un point de vue data science, mais c'est simplement aussi des contenus journalistiques. Et il y a différents cas d'usage pour cette plateforme. Neo en est un, mais l'échange de contenu en est un autre. Donc là, effectivement, après, il y a une intégration technique pour pouvoir recevoir les articles au plus vite dès qu'ils sont publiés, pour pouvoir suivre leur évolution aussi. C'est très important. Un article évolue souvent au fil du temps. En tout cas, certaines des sources qu'on a ont des articles qui évoluent, dont le titre va peut-être changer, on va peut-être avoir davantage de paragraphes, des médias qui vont s'ajouter au fil de la vie de l'article, même la perspective éditoriale peut changer. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on veut suivre au plus près avec Neo, parce qu'on veut être avec un outil qui est toujours à jour. On n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais c'est aussi essentiel pour nous que cet outil soit capable de connaître les news, même si elles viennent d'être publiées il y a 1 ou 2 minutes en arrière, et pas simplement les news d'il y a 1 heure ou il y a un jour, quoi. Donc, voilà, on travaille aussi sur ces aspects-là. Donc, l'aspect, on va dire, collecte de données, elle doit être en temps réel ou en quasi temps réel pour permettre cette adéquation avec ce qui se passe dans le monde Ce autant qu'il que a faire aussi, se peut. ouais, ce qu'il a aussi est encore une autre différence avec un LLM qui va avoir un délai de latence plus ou moins important. Le test le plus facile, c'est de demander quel est le Premier ministre de la France. On fait le même test auprès des différents LLM et parfois on a des très mauvaises surprises. Je Ouais. faisais encore le test sur DeepSeek il y a quelques jours. C'était compliqué, quoi. Bon, il y a aussi une chose là qui est pas toujours facile à percevoir, c'est que maintenant on a les LLM à proprement parler, mais quand on utilise ChatGPT ou d'autres, ou Perplexity ou DeepSeek, c'est pareil. Maintenant, c'est devenu des écosystèmes. Donc, il y a le modèle sous-jacent qui est, on va dire, le moteur de base, mais sur ce moteur, on a construit une voiture avec toutes sortes de choses, avec des sièges, avec un volant, avec des gadgets et autres. Et ces gadgets-là interviennent aussi. Donc, quand je pose une question liée à l'actualité, suivant où et comment je fais ça, je parle seulement à un modèle. Et le modèle, là, il a des informations qui correspondent à ses données d'entraînement. Et parfois, vous vous en souvenez peut-être, vous avez eu un message qui dit « Désolé, je ne peux pas répondre parce que je suis limité, j'ai que des données qui viennent jusqu'en octobre de 2023, etc. » Typiquement ce qu'on avait au départ de ChatGPT. Puis par la suite, sur cette base de ce moteur qui a ses propres limitations, les entreprises ont construit des extensions supplémentaires. Donc, il faut un petit peu ce qu'on fait avec Neo, où par exemple, on peut imaginer avoir une espèce de Google Search par-dessus, où quand je pose une question, qu'est-ce qu'a dit Donald Trump aujourd'hui, il y a une espèce de recherche Google qui va se faire en live par derrière, où elle a été faite précédemment. Et puis là, c'est pas seulement le LLM qui répond sur la base de son entraînement, mais il répond sur la base de son entraînement et sur la base de d'autres données qu'il a récupérées précédemment ou qu'il va aller récupérer au moment où je pose la question. Donc, pour l'utilisateur, c'est pas toujours très facile de savoir finalement quelle est la base. Est-ce que c'est le LLM lui-même qui me répond ou est-ce que c'est ces constructions par-dessus qui ont été faites de cet écosystème qui m'amène une certaine réponse. Puis vu que l'outil évidemment se veut généraliste, mais il peut répondre autant aux questions orientées news qu'aux questions en De tout la vie genre, hein, courante, quoi. de la vie courante. Quelle est la meilleure paire de baskets pour moi si je veux aller faire une course dehors? Comment est-ce que je cuis mon poulet? Qu'est-ce que je dois dire à mon chat qui gratte à la porte, etc. Évidemment, ça fait que l'outil étant généraliste, il peut utiliser toutes sortes de sources, de toutes sortes de manières différentes, et il a pour objectif, puisque c'est un outil commercial, de faire plaisir à l'utilisateur. Donc, évidemment, il y a un biais commercial sur ces outils, sur ces écosystèmes qui ne sont pas taillés pour faire du journalisme, c'est clair. Sur Neo, aujourd'hui, on est sur un outil qui est réservé du coup aux membres, aux rédactions partenaires du projet. Est-ce que vous envisagez à moyen terme un développement commercial presque, où les rédactions qui ne sont pas membres puissent acheter des licences pour pouvoir avoir accès à l'outil et permettre à leurs journalistes de travailler avec cet outil-là, par exemple? Donc, je pense qu'on est ouvert à toute discussion, pour autant qu'elle soit pas, on va dire, à l'encontre des intérêts de nos membres. Donc, imaginez de travailler avec une entreprise de fake news, ça on fera clairement pas. Je pense pas que les gens nous approcheraient d'ailleurs pour ce genre de demande. Donc là, ce serait un non parce qu'on serait à l'opposé de nos valeurs et de nos valeurs de service public. Maintenant, on mentionnait tout à l'heure cette étude de EBU BBC. Il y a aussi des positionnements que notre entreprise et les médias publics font avec d'autres, avec Wanifra par exemple, sur
justement essayer de dire aux big tech et à ceux qui déploient des chatbots commerciaux que voilà, les informations qui rentrent dans leur système doivent ressortir de manière non altérée et on veut des données fiables à la sortie et journalistiquement fiables, facts in, facts out, hein, les faits qui rentrent sont les faits qui ressortent. Là, on s'allie avec d'autres sur ce genre de questions. Donc, imaginez des partenariats avec d'autres médias, on est tout à fait prêt à discuter à minima. Et puis, on l'a dit, les Néo est à disposition des journalistes, mais si vous voulez l'essayer, on va vous donner aussi dans le chat le lien, par exemple, vers la version suisse, qui parle assez bien le français, c'est du français de Suisse, mais ça devrait aller pour vous. Vous pouvez aussi l'interroger en anglais ou dans d'autres langues, ça devrait marcher aussi. Donc voilà, si certains qui nous écoutent veulent intervenir et puis essayer la version publique de Néo, évidemment, la base de données n'est pas la même, c'est seulement les contenus suisses, mais ça vous donne peut-être un premier avant-goût, puis pour le reste, autrement, contactez-nous et on discutera volontiers. Quant à un modèle commercial, peut-être, c'est pas exclu. En tout cas, développer des partenariats, je pense que les guerres du passé où les différents médias européens peut-être se tiraient parfois dans les pattes, c'est des guerres, à mon sens, à mettre de côté au jour d'aujourd'hui. La vraie concurrence, c'est celle des big tech. Et si on peut travailler ensemble et trouver des solutions ensemble, c'est tant mieux. Là où les médias existent et fleurissent, il y a plus de place pour les uns et les autres. On devrait arriver à plus collaborer plutôt que d'être compétiteurs. Donc, si on peut aller dans ce sens-là avec un outil comme Neo, pourquoi pas? Je dirais même on devrait le faire pour une raison simple. Si on revient à la question simple des données ou de l'exemple de tout à l'heure avec Oktoberfest, si je suis la radio suédoise et puis qu'on me pose une question à propos de l'Oktoberfest et que je n'ai pas de contenu à ce propos, je ne peux pas répondre. Si on est tous ensemble, peut-être qu'on peut construire un chatbot européen ou une solution européenne que chacun peut utiliser, chacun pourrait déployer sur son site web avec peut-être d'abord ses contenus ou ses contenus mis mieux en avant. Mais quand j'ai vraisemblablement pas de contenu à disposition, si je pouvais utiliser le contenu d'autres sources, d'autres partenaires, d'autres médias, d'autres publishers, pour finalement apporter une réponse qui soit utile pour mon public, on soulignerait qu'on fait tous partie d'un ensemble de médias fiables, de confiance, d'une espèce d'alliance européenne de médias. Finalement, on servirait mieux notre public, on aurait des perspectives plus larges. Donc, ce serait une bonne raison, à mon avis, de collaborer et de travailler ensemble, plutôt que chacun essaye d'inventer son petit chatbot dans son coin. Donc là, l'union fait la force, clairement. Avec plus de 4 millions de sources, on n'est que sur des articles pour l'instant, ou il y a de la vidéo aussi et de l'audio? Alors, on a à peu près 4 millions d'articles dans le système, on en reçoit 3000 nouveaux par jour, et puis à peu près 35-40% des contenus ont un audio ou une vidéo, ou les deux associés également, oui. Ok, donc ce serait quand même très intéressant, c'est vrai, d'intégrer dans un grand modèle de langage, on imagine la puissance et la précision des réponses. C'est vrai que jusqu'à présent, on a vu beaucoup d'initiatives un peu solitaires, comme ChatGPT et Le Monde, l'AFP et Mistral aussi, un peu plus récemment. Mais c'est vrai ok, d'accord. Donc c'est une possibilité peut-être dans un futur de pouvoir avoir accès à ça. Ok. On en rêve et on y travaille. Si certains veulent nous rejoindre, faites-nous signe. Ça serait hyper intéressant. Si vous avez des questions dans le chat, c'est le moment de poser vos questions à Sébastien et Alexis. Et le temps que les questions nous parviennent, est-ce que vous pouvez nous dire brièvement, peut-être Alexis, les autres projets en cours, les autres projets IA qui sont en cours de développement à l'EBU? Oui, volontiers. Donc, en termes de projet IA qu'on a à l'EBU, on a aussi un projet qui est, qui est Eurovox, c'est tout ce qu'on a vu aussi sur ce qui est traduction, donc traduction textuelle, mais aussi revoicing et transcription. Donc ça, c'est aussi un projet qui a une part assez importante dans les projets IA qu'on a de l'EBU. Et un autre projet à mentionner aussi, qui est le projet Pitch, qui est un projet en fait de recommandation de contenu. Mais plus que ça, en fait, maintenant, ça devient aussi une plateforme justement pour faire de l'IA à grande échelle pour les radiodiffuseurs. Et donc, à noter notamment qu'une partie de Neo et de la pipeline qui s'exécute utilise le projet IA Pitch aussi de l'EBU. Donc voilà, ces trois projets, Neo, le Newspilot, Eurovox pour tout ce qui est traduction, revoicing, et Pitch, la plateforme de recommandation et d'hébergement IA. Ok, super, oui. Pas mal de projets en cours. Traduction, c'est vrai que c'est un des enjeux les plus importants. Ok, merci beaucoup.
Je voulais vous demander aussi à chacun d'entre vous si vous aviez un projet IA développé dans les médias actuellement qui avait particulièrement retenu votre attention. Bah, Alors, Sébastien. je vais commencer comme ça, Alexis, tu as encore quelques secondes pour réfléchir. J'étais assez inspiré de voir ce que faisaient de nouveau nos collègues suédois dernièrement. On parle de transcription, traduction et tout. Le projet Revox, il permet de faire de la traduction et de la transcription, pas seulement de texte, hein, mais donc de médias. On peut traduire une vidéo et l'écouter après traduction dans une autre langue, ce qui est quand même assez chouette. Mais pour pouvoir faire ce genre de choses, évidemment, une des premières étapes, c'est celle de faire la transcription, donc transformer un audio ou une vidéo en texte. Et puis là, nos collègues suédois travaillaient sur dériver un modèle qui existe en open source de OpenAI, qui s'appelle Whisper, pour en avoir une version suédoise plus efficace. Alors, il y avait déjà, je crois, la Royal Society ou quelque chose comme ça qui avait déjà travaillé sur le sujet. Ils ont déjà une version, on va dire, améliorée pour le suédois. Mais voilà, ils travaillaient dernièrement avec nous sur le sujet. Enfin, principalement, eux faisaient le travail, mais on leur a prêté quelques serveurs parce qu'on avait un serveur avec des cartes graphiques à disposition et ils arrivaient à faire voilà, une meilleure version encore pour le suédois, pour cet outil de transcription, ce que je trouvais assez incroyable parce qu'on est assez loin finalement du journaliste radio, puisqu'on a des gens chez eux qui ont la capacité de faire ce genre d'amélioration, de travailler directement sur le cœur d'une IA pour faire la transcription. Donc ça m'a assez bluffé dernièrement. Ouais. Ok, merci Sébastien. Alexis, est-ce que tu as une Ouais, idée en tête? que de mon côté, plus qu'un outil en particulier qui me vient en tête, je suis très intéressé toujours de voir aussi tout ce qui sort en termes de nouveaux modèles et les nouvelles capacités qu'ils ont, qui deviennent de plus en plus multimodaux. C'est vrai que là, on a vu beaucoup de cas d'utilisation et on utilise, nous, avec Neo, beaucoup de cas qui sont liés proprement au texte, mais on voit de nombreux modèles qui émergent chaque jour, qui permettent désormais de traiter du texte, mais aussi des images, des vidéos. Et puis, ouais, je crois que ce côté-là aussi de permettre de ne plus s'arrêter au texte, mais d'apporter quelque chose de bien plus interactif qui va au-delà des images, de génération de vidéos, etc. Je pense que c'est aussi ça m'inspire beaucoup et c'est des perspectives qui me donnent plein aussi disons, d'idées aussi de comment on pourrait faire évoluer ça au service du journalisme, quoi. Ouais, la vitesse, l'accélération du progrès là, ces derniers mois, notamment c'est vrai sur la vidéo, est assez impressionnante. On n'en a pas parlé, mais est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots quel est le modèle de LLM qui fait tourner Neo? Ouais, alors la réponse, elle n'est pas simple. En C'est pour fait, ça que vous ne me l'avez pas dit. ça dépend des cas et puis ça dépend des différentes étapes. Donc là, c'est un travail constant pour optimiser justement notre processus, notre pipeline. Parce que suivant les cas d'usage, on vise pas la même chose. On a des cas où on vise la vitesse, il y a des cas où on veut essayer de réduire nos coûts, il y a des cas où c'est la précision de la réponse et le style finalement même de langage qui est important. Qu'on n'a pas une réponse unique à cette question. On vous a montré d'une certaine manière, on va dire, 3 néos. Vous avez vu le généraliste pour les journalistes. On a vu le cas suédois, le cas suisse et le cas de LSM. Ça en fait 4. Mais on en a une vingtaine ou une trentaine de néos, si on veut bien dire. Donc, on n'a pas une solution unique. Puis on va vous dire, voilà, utilisez celui-ci ou utilisez celui-là. C'est une constante évolution et optimisation en fonction du cas d'usage. Ça, nous, on le voit pas en tant qu'utilisateur, mais derrière, c'est une vraie fourmilière, quoi. En fonction de la qualité du prompt, enfin, du type de prompt, vous allez activer tel ou tel modèle pour traiter la requête. Voilà, pour les différentes étapes, effectivement, on n'utilise pas un modèle unique. On a différents modèles pour les différents besoins qui sont les nôtres. Et puis, évidemment, comme disait Alexis, des nouveaux modèles, il y en a tous les jours ou pratiquement qui sortent, hein, que ce soit des modèles commerciaux, que ce soit des modèles open source, des grands, des petits. Voilà, on a des usages là aussi qui sont différents, qui évoluent au fil du temps. Une personne dernièrement de chez Hugging Face disait, voilà, les modèles, on a une certaine commodisation des modèles, ça devient une commodity, donc il y en a autant qu'on veut à disposition. Il y a des différences évidemment d'un modèle à l'autre. Mais en même temps, on voit que si on regarde les benchmarks, il n'y en a pas un qui est à 20%, puis l'autre à 120%. Ils sont relativement proches. Le marché se tient à peu de choses près. Ça dépend après des cas. Si on veut faire des maths, si on veut faire du codage, si on veut faire ceci, de la traduction, c'est pas tout à fait les mêmes résultats. Donc, on doit rester, nous, attentifs à ça pour essayer d'avoir le meilleur outil possible et puis pour avoir finalement un outil qui évolue. On parlait de la traduction tout à l'heure, traduction audio et vidéo. Les premiers exemples qu'on avait de vidéos traduites, la voix était très robotique.
c'était très imparfait, ça faisait beaucoup rire les gens. Peut-être la même chose que tout le monde a pu faire il y a quelques années quand on s'amusait à mettre un texte dans Google Translate, puis on le traduisait, je sais pas, du français vers l'allemand, puis de l'allemand vers le français, puis quand on retrouvait la version après l'aller-retour, c'était un drôle de charabia qui nous faisait bien rigoler. Au jour d'aujourd'hui, une traduction sur Google Translate, elle est relativement bonne. C'est un peu la même chose pour nous avec les modèles. Les modèles évoluent. Au fur et à mesure que les modèles évoluent, on arrive à avoir des meilleurs résultats, on va pouvoir traiter des problématiques plus compliquées. On ne peut pas répondre encore aujourd'hui à toutes les questions de manière satisfaisante. Donc, on reste très à l'écoute de ce qui se passe sur le marché pour optimiser les coûts, la vitesse, mais aussi améliorer les capacités de notre outil. Donc ça, c'est aussi une piste d'évolution constante pour nous. Et clair, bien écoutez, merci Sébastien, merci Alexis pour cette présentation du projet Néo. Je crois que la présentation des différents cas d'usage était vraiment très très pertinente. Il y en a un en particulier que je retiens, que je ne connaissais pas personnellement, c'est cette possibilité de pouvoir interroger, regarder dans les requêtes des utilisateurs pour derrière se questionner et venir combler peut-être des manques d'éditorialisation, venir enrichir un peu le site à partir des demandes, des besoins des utilisateurs. Donc ça, c'est hyper intéressant et ça sera d'ailleurs l'objet de notre prochaine session live la semaine prochaine, jeudi prochain, à 18h heure française, 17h GMT, où on recevra Nicolas Becquet du journal du quotidien économique belge L'Écho. Et Nicolas a travaillé a utilisé les LLM pour interroger les pratiques éditoriales de sa rédaction. Et on parle d'une fameuse boussole des attentes du public. C'est un concept qui a été créé en 2016 par la BBC internationale sous le nom de User Needs Model, qui permet en fait de classifier un petit peu tous les besoins, toutes les attentes du public. Eh bien, Nicolas a réutilisé cette boussole des attentes du public pour essayer de voir pour cartographier les contenus de sa rédaction et voir si sa rédaction était en capacité de couvrir toutes les attentes des utilisateurs, enfin des consommateurs, des lecteurs. Donc, on verra ça la semaine prochaine. Et je trouve que c'est aussi intéressant de voir que l'IA peut aussi nous permettre de nous poser des questions sur notre manière de travailler. Et ça sera l'objet de notre prochaine session. Merci Alexis, merci Sébastien, et puis à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.